Voilà, bonjour, chers followers de Marketing TV Monde. Voilà. Voilà, bonjour. Voilà. Voilà, bonjour Khalifa Diaby, l'excellent professeur. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Voilà, c'est un plaisir, je vous vois souvent, donc c'est un plaisir de vous revoir. Fayem Fayem, le grand formateur qui offre de très très belles prestations. Voilà. Vous donnez juste quelques minutes, on va démarrer, Inch'Allah. Voilà, bonjour Khalifa Diaby, l'excellent professeur. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Voilà, c'est un plaisir, je vous vois souvent, donc c'est un plaisir de vous revoir. Fayem. On va faire juste quelques ajustements, on partage et puis on démarre. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité. Voilà. Voilà, très bien. Super. Alors, je suis pas très fort, mais on va essayer de partager rapidement. Voilà. Très rapidement, voilà. Donc, je suis dans un groupe, rapidement, voilà. Super. Alors, donc, sur tout ça. Voilà. Ok. Superbe. Partager rapidement. Merci. D'accord, c'est parfait. Ok. Voilà, d'accord. Alors, je viens sur... merci.
Bien, je crois qu'on est en nombre assez suffisant pour pouvoir démarrer rapidement. Voilà. Je vous demande juste une seconde pour partager sur ce domaine-là. Je suis assez nul. Alors, d'accord, voilà. Bon, je vais essayer de partager sur ma propre. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord, excusez-moi. Bon, je mets ça, 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 ça. Ok. Bon, apparemment, bon, bah, ne me dit pas tout. D'accord. Ok. Voilà. C'est ça. Ok. Bon, je crois que c'est fait. Bien. Donc, bonjour chers amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, notamment sur Marketing TV Monde. Voilà. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Voilà, pour voir les commentaires en même temps. Voilà, bien. Donc, bonjour Laïban Bassek. Voilà, c'est un plaisir de nous retrouver. Bonjour Aïcha, donc, Aïcha Lo. Bonjour chers amis, c'est voilà. toujours un plaisir. Alors je vais enlever quand même le son. Voilà. Donc bonjour Aïcha Lo, c'est toujours un plaisir aussi de vous retrouver, vraiment, c'est ça. Bonjour Khadim Diémé, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Le nom est très joli, voilà, c'est ça, bien. Donc, pour aller rapidement sur le vif du sujet, je crois que la semaine dernière, on avait essayé de commencer à discuter d'un thème très intéressant, c'était les services à valeur ajoutée. Notamment, c'est les services qu'on met autour du produit ou du service pour les rendre beaucoup plus attractifs, pour avoir une valeur ajoutée, pour être beaucoup plus compétitif par rapport à la concurrence, mais aussi surtout mieux fidéliser la clientèle. Voilà, bien. J'avais dit qu'on les appelle les services à valeur ajoutée, comme certains les appellent les services complémentaires, comme on les appelle les produits autour du produit ou autour du service, comme certains les appellent aussi des services à la clientèle. On les appelle aussi ce qu'on appelle les services différenciateurs. Voilà, toutes ces appellations tournent autour des services qui sont construits autour d'un service de base ou autour d'un produit de base pour le rendre beaucoup plus attractif. Donc, dans l'optique d'être beaucoup plus compétitif face aux concurrents, et deuxièmement, dans l'optique aussi de pouvoir mieux satisfaire ou en tout cas mieux fidéliser la clientèle. Voilà, bien. Donc, on avait donné une petite définition qui avait été proposée par Jacques Horowitz. Jacques Horowitz, c'est un ancien patron du club Med, mais c'est aussi un grand expert notamment du marketing des services, qui est aujourd'hui un consultant international qui fait un excellent job. Il avait écrit un très très bon livre, notamment sur son expérience, et je crois qu'il avait donné sa propre conception de ce qu'on appelle le service à valeur ajoutée, et il considérait que c'est l'ensemble des prestations auxquelles le client s'attend au-delà du produit ou du service de base, notamment en fonction du prix, de l'image et de la réputation en cours. Voilà, bien. Donc je crois qu'on avait bien expliqué la dernière fois l'intérêt de développer un service à valeur ajoutée. Excusez-moi, voilà, un service à valeur ajoutée. Pour ça, on avait notamment montré qu'il y avait un contexte mondial aujourd'hui qui notamment est un contexte assez particulier, un contexte hyper concurrentiel. Un contexte qui fait qu'il est complètement difficile aujourd'hui de se focaliser seul dans son marché. On est obligé de faire attention non seulement à la concurrence au niveau local, mais à la concurrence au niveau international, parce qu'il y a une internationalisation du marché, mais il y a aussi une internationalisation même du consommateur. Je crois que je l'avais dit en sortant cette petite boutade, en disant que tout consommateur, même s'il ne sort pas de son pays, c'est tout ce qui se passe dans le monde. Et donc aujourd'hui, il n'est pas seulement influencé par ce qui se passe dans son marché local, mais il est influencé par ce qui se passe dans tous les autres pays, encore plus si la personne a voyagé. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que
on a tendance à demander à nos prestataires locaux de upgrade leurs services ou leurs produits au niveau notamment de ce qu'on a vu à l'étranger. Voilà, bien. Je crois qu'on avait montré aussi qu'il y avait une saturation du marché, qu'il était nécessaire aujourd'hui de plus se focaliser sur les services parce que la technologie est telle qu'il est difficile de pouvoir dominer ses concurrents uniquement du point de vue des services, du produit, du moins de la technologie. On est obligé de développer d'autres types de services. Voilà. Et je crois qu'on avait dit aussi que ces services notamment, et c'est assez important pour une raison très très simple, parce qu'elle correspondait à une attente de la clientèle. Voilà. Je crois qu'on avait souligné une étude qui avait été faite par Vandermeer, excusez-moi, j'ai une montre bracelet qui fait beaucoup de bruit aussi. Voilà, une étude qui avait été publiée par Vandermeer en 1994 du moins, et qui montrait qu'il y avait une tendance d'accroissement des exigences de la clientèle par rapport aux services et aux produits qui leur étaient fournis. Voilà. Et il avait sorti 5 tendances, je crois qu'on avait partagé, on peut les rappeler rapidement. Voilà. La première tendance, c'est que les clients veulent plus de valeur, et cette valeur est liée à l'utilisation et à la performance des systèmes. Donc on avait dit, les clients veulent plus de valeur ajoutée, pas seulement des produits ou de services. Les clients veulent des solutions et non plus seulement des produits et des services. Donc ça, c'est important. Quand les clients achètent un produit ou un service, c'est pas le bien qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que le bien peut lui apporter. Donc il est important de bien diagnostiquer et d'apporter la solution la plus adaptée. Voilà, bien. Ils veulent bénéficier du savoir-faire des fournisseurs et pas seulement des produits ou services. Donc, ils veulent plus de formation, ils veulent plus en savoir, ils veulent savoir mieux utiliser les produits. Et ça, j'avais expliqué comment est-ce que c'est même très, très bénéfique pour l'entreprise d'en faire savoir plus aux clients ou quelquefois de lui déléguer même la prestation de service quand il est compétent. Voilà, bien. Ils veulent des offres globales et intégrées. Ça aussi, on l'avait bien montré parce que les clients... ça les dérange quelquefois d'aller vers plusieurs prestataires pour un même type de service. Voilà. Donc, il faudrait quelquefois qu'un prestataire puisse leur être l'interface pour avoir beaucoup de services. Je crois qu'on avait expliqué la stratégie de service global de Total la dernière fois. Aujourd'hui, les hôtels le font. Vous allez dans les hôtels, il y a tout, etc. Voilà. Donc, on a parlé de la stratégie de Hilton. On peut donner beaucoup d'exemples comme ça, mais on avait donné quand même quelques clés très importantes. C'est qu'autant on peut donner un package de services assez large, autant il est important d'outsourcer quand on n'est pas compétent sur un domaine où les clients veulent une attente. Voilà. Et j'avais dit que même des grands groupes comme la Sonatel, notamment, qui est un groupe extrêmement puissant, voilà, beaucoup de services aujourd'hui, ils l'outsourcent et ils se ressentent sur leur cœur de métier. Beaucoup de choses, hein, que ce soit l'installation, le service client, etc. Beaucoup de choses, c'est outsourcé. Et eux, ils se focalisent sur leur cœur de métier. Voilà. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut donner une satisfaction complète parce que quand on outsource, on met un cahier des charges, on donne des exigences à tous les fournisseurs pour que eux tous fournissent la qualité que vous attendez et ça permet d'avoir du gagnant. Voilà, bien. Et le dernier point, la dernière tendance notamment, c'était que les clients veulent être traités de manière non seulement individualisée, donc de manière individualisée, mais aussi de manière personnalisée. Et j'avais dit que cette tendance à ce besoin d'attention, ce besoin d'affection, ce besoin d'appartenance, c'est une tendance mondiale, globale. C'est pas seulement au Sénégal que ça se passe, c'est partout dans le monde. Regardez les réseaux sociaux, vous allez voir que les gens de plus en plus tendent à s'exprimer, à se mettre en valeur, à montrer la fierté de leur ancrage dans le groupe social où ils appartiennent, voilà, mais à toujours aussi se mettre en valeur. Voilà. Souvent, les gens se plaignent en disant, mais ces gens, ils se prennent pour des stars. Ben justement, chacun se prend pour une star. Et aujourd'hui, une des clés du succès, c'est de traiter chaque client comme une star. Et ça, c'est très important parce que ça joue de manière très, très importante sur déjà son image de soi, sur son style de vie. Enfin, ça s'adapte mieux à son style de vie, voilà. Mais ça vraiment joue sur la dimension psychologique et affective qui justement va entraîner la fidélisation du client. Ça, c'est des facteurs très très importants. C'est pourquoi le premier point de contact, notamment l'accueil du client, doit faire une attention très 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 particulière. Hein. On en a beaucoup parlé dans l'ensemble des vidéos en disant que l'accueil, c'est pas seulement être joli, savoir bien s'habiller, etc. C'est une compétence. Et une compétence, ben, il faut le savoir, il faut aller l'apprendre, il faut connaître l'ensemble des caractéristiques qui entrent en jeu parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des compétences sociales, culturelles, de savoir faire de la teranga, ça c'est une chose, mais il y a le fait d'emmener l'ensemble de ce paquet de compétences dans notamment la sphère professionnelle qui a des exigences différentes, des exigences de notre vie culturelle de tous les jours. Voilà, bien. L'autre aspect, c'est qu'on avait notamment aussi,
montrer que les services à la clientèle, c'est très important pour l'entreprise parce que d'abord, ça apporte un plus aux clients. C'est-à-dire que les clients sont demandeurs parce qu'en ayant des services à valeur ajoutée, ben, ils ont un gain supplémentaire. C'est pourquoi l'entreprise va faire attention à ça. Et j'avais dit que ces gains supplémentaires sont même un argument pour l'entreprise qui développe ces services à valeur ajoutée. Et je vous assure que c'est une demande de plus en plus importante, surtout avec le développement de tout ce qui est digital, l'Internet, etc., les communautés virtuelles, tout ça, ça fait que les clients en demandent plus, utilisent plus ces réseaux. De plus en plus, nous tous, notre premier réflexe aujourd'hui, c'est d'aller sur Internet. Voilà, quand on a besoin de savoir quelque chose, on va sur l'Internet. Quand dans une discussion à 3 heures du matin, on pense à un produit, on veut le chercher, on veut l'acheter, qu'est-ce qu'on fait? Notre premier réflexe, c'est d'aller chercher sur Internet pour savoir quels sont les produits existants, voir entre les prix, etc. etc. Voilà. Souvent aussi, quand on a un problème, quel que soit le problème, pour un produit ou un service qu'on a acheté au milieu de la nuit, on a envie d'avoir quelqu'un quand même qui puisse nous apporter une réponse à n'importe quelle heure. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui une tendance des clients. C'est pourquoi quand vous développez un paquet de services autour du produit ou autour du service, vous apportez un plus, une valeur au client. Et les clients peuvent percevoir 6 avantages dans les services que vous leur proposez, les services complémentaires ou les services à valeur ajoutée. Voilà. Dans ces avantages-là, le premier, c'est la diminution des coûts. Voilà, le client, quand vous lui donnez beaucoup d'options, ben, il a la possibilité de faire le choix le plus adapté et donc d'optimiser son achat. Ça lui diminue son coût d'achat. Le fait de permettre au client d'avoir les informations avant même de pouvoir faire le choix, de connaître les procédures, etc., ça lui fait gagner de l'argent quelquefois. D'accord ? Ça lui fait gagner aussi du temps, c'est le deuxième avantage. Voilà. Donc, comme je le dis, on peut avoir des informations en amont, etc., ne pas trop rechercher. Quand on a une panne, au lieu d'aller chercher un réparateur, on vous dit « Ok, je vais venir moi-même enlever votre produit et le réparer, etc. » Ça aussi, c'est une économie de temps. Et Dieu sait que la plupart des services permettent aussi bien de gagner de l'argent que de gagner du temps. Voilà. L'autre avantage qui est important pour les clients, c'est l'apport de connaissances ou d'informations. Voilà. Beaucoup de sites ou de pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc., mais surtout YouTube, marchent très bien, ont beaucoup d'abonnés et énormément de vues. Ça montre juste que les clients ont envie d'en savoir. Et quand vous allez sur les vidéos, sur n'importe quelle vidéo, que ce soit pour les produits sanitaires, des produits de beauté, je ne sais pas, tout type de produits, vous allez voir que tous les gens qui proposent des vidéos reçoivent énormément de visites. Pourquoi? Parce que les clients veulent en savoir beaucoup plus. Quand ils achètent un produit, ils vont en savoir beaucoup plus. Même quand ils veulent acheter, ils veulent se renseigner. Quand ils ont le produit, comme disait Vandermeer, ils veulent optimiser. Est-ce que ce produit, je ne peux pas l'utiliser pour autre chose? Est-ce que je peux avoir un autre gain, etc., etc. Donc, le client veut avoir le maximum d'informations possible. En lui mettant en place une stratégie de communication digitale qui lui permet d'avoir une meilleure information, ou en lui mettant en tout cas un service dédié, un service client, Customer Care, qui lui permet d'appeler, d'avoir beaucoup d'informations, ou en cas de cliquer, avoir beaucoup d'informations, de mieux se rassurer, de mieux utiliser son produit, ben ça c'est extrêmement important. Et j'avais dit que quand le client a beaucoup plus d'informations, c'est tout bénéf pour l'entreprise parce que le client va lui-même se fidéliser et peut-être même acheter d'autres produits complémentaires aux produits que vous vendez, toujours dans la même marque. Voilà. L'autre aspect, le quatrième élément du moins, c'est la minimisation du risque et des incertitudes. Voilà. Donc, quand vous m'offrez une garantie, notamment, ça diminue le risque. Voilà. Quand vous me permettez d'essayer le produit avant de l'acheter, c'est un service avant la vente, ben ça aussi, notamment, ça me permet de diminuer le risque. Ça, quand vous me permettez de faire une démonstration avec vous, juste avant de passer à l'acte d'achat, c'est ce qu'on appelle un service pendant la vente. Ça aussi, c'est un type de service qui permet de réduire le risque et l'incertitude. Voilà. Quand vous me donnez le maximum d'informations sur les risques éventuels liés au produit, ça me permet moi aussi de plus l'évaluer, de regarder les risques possibles, de savoir ce qu'on m'a dit et de voir vous, quelle est la réponse que vous apportez pour que le risque perçu, le frein notamment, l'implication qui était là puisse être complètement réduit ou effacé pour que je puisse facilement passer à l'acte d'achat. Voilà, donc ça c'est un élément énorme. C'est comme je l'ai dit aussi, quelquefois en développant du self-service, vous diminuez aussi le risque et les incertitudes. Voilà, j'avais donné l'exemple des restaurants. Voilà, quand les clients viennent et qu'on lui dise que bon, ok, sur un aspect très important, ou peut-être il y a des risques pour vous parce que vous avez des problèmes alimentaires ou des problèmes de santé, etc. Je vous laisse vous-même faire votre choix en vous informant tout simplement sur tout ce qu'il y a comme à manger. Je vous explique ce que c'est et vous faites tout simplement votre choix. Ça, par exemple, c'est très important. Mais j'avais dit qu'un des principes du marketing des services et justement dans la qualité du service, c'est qu'à chaque fois que le client est vraiment très compétent dans un domaine,
ne lui proposez pas le service. Proposez-lui lui-même de faire le service à votre place. C'est ce qu'on appelle le self-service. Ça vous fait gagner, ça ne vous fait pas perdre de l'argent. Au contraire, ça vous fait gagner de l'argent, mais ça rend le client plus fidèle parce que le client ne veut pas se prémunir de sa propre turpitude en ayant fait de mauvais choix. Voilà, bien. J'avais dit aussi que plus le client a du savoir, plus lui-même il va faire la maintenance préventive de ses produits. Ce qui fait qu'il y a moins de difficultés, il va moins revenir vous dire que j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, etc. Le cinquième aspect, le cinquième avantage pour les clients, c'est l'amélioration du confort d'utilisation. Voilà, quand vous donnez à un client un package qui lui permet, comme je l'ai dit, d'être conseillé, livré, installé, formé avec une garantie, un contrat de maintenance, excusez-moi, c'est génial. Vous n'avez rien à faire. L'entreprise fait tout pour vous. Et ça, même si ça coûte très cher, le client est prêt à mettre le prix parce que justement, ça lui permet d'optimiser son confort d'utilisation. De plus en plus d'entreprises proposent ces types d'options-là. Voilà. Et l'autre aspect, par rapport à l'accueil individualisé et personnalisé, ça permet justement de renforcer l'image, le statut social, le prestige. Comme je l'ai dit, chaque client pris individuellement doit être considéré comme une star, au-delà de ce qu'il porte, de la manière dont il parle, etc. C'est pas important. Le plus important, c'est que c'est un client. Et un client, c'est quelqu'un qui vient transformer vos ressources en richesse. Et ça, il faut toujours le garder. Voilà, bien. Donc aujourd'hui, on va commencer par parler des avantages que l'entreprise peut avoir en mettant en place une politique de service à valeur ajoutée. Le premier avantage que l'entreprise peut avoir, c'est justement la fidélisation de la clientèle. Parce que quand vous développez des services autour de votre service ou de votre produit principal, ce qui va se passer, c'est que vous donnez un plus à vos clients. Vous leur permettez de faire moins d'efforts, vous leur permettez d'être moins frustrés, vous leur permettez d'avoir une meilleure disponibilité de votre offre, vous leur permettez de bénéficier d'une meilleure écoute, d'une meilleure réponse, mais ça vous permet aussi petit à petit de développer des services qui leur permettront, eux, de pouvoir mieux utiliser le service de base ou le produit de base. Qu'est-ce qui va se passer? Ça crée un effet d'enthousiasme. Le client donc va être largement plus content parce qu'il va avoir un package complet qu'il va considérer comme un package complet pour lui-même. Il va se mettre dans ce confort et il n'aura plus envie de quitter ce confort. Résultat, il va se fidéliser ou bien en tout cas, il va être fidèle à votre marque. Voilà, bien. Le deuxième avantage qui est lié au premier, justement, c'est la conquête de nouveaux clients. Pourquoi? Parce que quand vos clients sont contents, ils font du bouche à oreille positif. Voilà, ils en parlent à d'autres clients en disant, écoutez, moi je suis dans telle entreprise ou bien j'ai tel fournisseur, il est vraiment extra, il est excellent, il me fait ci, il me fait ça, il est excellent, il est tellement bon. Et ce bouche à oreille positif, ça attire de nouveaux clients. N'oubliez pas que le bouche à oreille a 1000 fois plus d'impact que la communication publicitaire pour une raison très simple. Parce que quand je vois une publicité, je me dis c'est une entreprise qui se valorise. Donc, elle peut me raconter n'importe quoi. Mais quand c'est un ami, un proche qui a une expérience et qui vient me dire j'ai vécu une expérience énorme et vraiment je voudrais que toi-même tu puisses la partager, en général, ça crée une envie d'aller essayer. Donc, ça permet une conquête de nouveaux clients. Voilà, bien. Le troisième avantage que l'entreprise peut tirer de ça, c'est la différenciation et la personnalisation de l'offre. Voilà, c'est pourquoi je disais que tous les services sont identifiés déjà à travers ce qu'on appelle les services à valeur ajoutée ou en tout cas les services différenciateurs. Voilà, bien. Parce que quand vous se différencier de la concurrence, c'est apporter un plus que les clients n'ont pas. On viendra plus tard parler sur comment justement, sur quel axe mettre la stratégie de service à valeur ajoutée. On en parlera plus tard. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le client, il a besoin d'une différence. Il a besoin que vous apportiez un plus, une meilleure attention, une meilleure réponse à ses besoins et que ces réponses soient le plus globales possible. Mais il ne s'agit pas seulement que ces services soient globaux, mais il y a un aspect qui va être très, très, très déterminant en matière de services. Ce n'est pas l'importance des services, le nombre de services que vous donnez, mais surtout la qualité et la régularité de cette qualité-là dans la prestation à la clientèle. Ça, c'est très important. Voilà, bien. Le quatrième avantage que l'entreprise peut tirer d'une politique ou d'une stratégie d'offre de services à valeur ajoutée, c'est le renforcement de l'image de l'entreprise. Une entreprise qui fait tout ce qu'elle peut pour apporter de la valeur aux clients, pour les écouter, les comprendre, anticiper leurs besoins, réagir très rapidement quand ils ont une difficulté, agir même avant quelquefois que les clients ne le fassent, ça notamment faire complètement du prédictif, ça réellement c'est extraordinaire, ça permet de vous situer comme une entreprise qui a un label. Et ce qui se passe aujourd'hui,
c'est que les entreprises, les marques des entreprises sont complètement considérées quelquefois comme des labels par les clients. On n'a jamais vu autant se développer notamment l'image de soi, où l'individu va complètement associer son image à une marque en disant moi je suis plutôt telle marque. Voilà, c'est pas seulement moi je suis tel produit, mais moi je suis telle marque. Et ça c'est vraiment un capital marque que l'entreprise peut développer de manière très très importante quand justement sa stratégie d'offre de services à valeur ajoutée est complètement réussie. Elle est non seulement globale, mais la qualité au rendez-vous, ça rend les clients beaucoup plus satisfaits. Et bien sûr, ça permet d'avoir ce renforcement de l'image de l'entreprise. Voilà. Alors, il y a un cinquième avantage sur lequel vraiment je voudrais insister et pour lequel je voudrais encourager tous ceux qui sont dans des services qui peut-être n'apportent pas la valeur qu'ils veulent ou en tout cas ne leur apportent pas le chiffre d'affaires ou la rentabilité qu'ils attendent. Parce que les services à valeur ajoutée permettent justement de créer ce qu'on appelle une contribution, un surprix, ça permet de faire des surprix et d'accroître la contribution directe au profit de l'entreprise. Je voudrais vraiment m'arrêter un peu sur ce point. Voilà, bien. Parce que beaucoup d'entreprises vendent des services ou des produits. Et en certains moments, ils se rendent compte que peut-être que je n'ai pas vraiment ce que je voulais. C'est le cas de quelqu'un qui va avoir un restaurant. À la fin du mois, il se dit vraiment j'ai du bénéfice, mais pas autant que j'en voudrais. C'est quelqu'un qui va vendre des produits, je sais pas, Internet, tout ça, etc. Enfin, des produits IT, enfin, technologie, voilà, informatique. Et qui se dit, ben, je vends, mais j'ai pas assez de bénéfices. Voilà. C'est la personne qui vend des produits sur Internet ou des produits dans une boutique, que ce soit des vêtements ou des trucs comme ça, qui se dit, je gagne de l'argent, je fais du bénéfice, mais pas autant qu'il n'en faut. Parce qu'aussi, il ne s'agit pas seulement de faire du bénéfice. Il s'agit que les bénéfices cumulés permettent aussi de provoquer une rentabilité durable. Voilà. Dans certains cas même, l'activité ne produit plus de bénéfices. C'est-à-dire que vous travaillez quasiment pour rembourser ou bien en tout cas pour couvrir vos charges. Voilà. Et dans certains cas, c'est très douloureux parce que c'est ce qui va faire que certaines petites entreprises ou même des PME vont chercher coûte que coûte à maintenir leur activité, mais en portant atteinte à leurs fournisseurs et à leurs employés. Notamment, ils ne vont pas payer les salaires ou bien ils vont vraiment négliger un peu le paiement des fournisseurs. Et forcément, c'est une roue négative qui va aussi entraîner une mauvaise qualité des prestations ou des produits, etc. Donc ça, vraiment, c'est des choses qui arrivent. Alors, quand ça vous arrive, ne paniquez pas, il y a une solution. La solution, c'est définir une stratégie de service à valeur ajoutée. Je vais vous donner un exemple très concret. Voilà. En 2004, le Sénégal avait obtenu des États-Unis qu'il y ait ce qu'on appelle un programme pour justement diminuer la fracture numérique, notamment entre l'Occident et l'Afrique. Je crois que ce programme avait été financé par le président américain, je sais plus, je crois que c'est Bush, je sais plus, bon, je crois que c'est Bush, voilà. Et je crois que le président d'alors avait négocié avec le président américain qui avait dit, bah, écoutez, nous on est partants, c'est une très belle idée, on va lancer ça d'abord au Sénégal. Donc le Sénégal a été le pays pilote pour un programme piloté par l'USAID. Le programme s'appelait Digital Freedom Initiative, c'est-à-dire que donc notamment une initiative de libéralisation en tout cas, ou de liberté numérique, voilà. Et un des aspects de ce programme, c'était de capaciter les cybercentres ou les entreprises de cybercentres et de cyberservices pour qu'elles puissent améliorer leur offre et être beaucoup plus rentables. Voilà. Et j'ai eu la chance, avec en tout cas Avantage Consulting, de pouvoir être l'un des principaux prestataires de ce programme. Et on a fait des séances de renforcement de capacité pour la plupart, notamment de ces opérateurs, avant de les regrouper en un petit syndicat, mais bon, ça c'est autre chose. Et justement, dans les formations, on avait un problème énorme. Les gens nous disaient, bah, écoutez, monsieur Khan, nous, on a un cyber, par exemple, qui fonctionne, mais on n'y gagne rien. Les prestations, la connexion avant, au début, c'était 2000. Après, c'est descendu à 1000. Et ils nous disaient, mais écoutez, monsieur, aujourd'hui, on est à 100 francs la connexion, 150 francs. Et quand je collecte mes connexions à la fin du mois, ben, j'ai juste de quoi payer mon loyer. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas sortir un salaire pour nous. Ben, écoutez, monsieur, ce n'est plus rentable, laissez tomber. Et je leur ai dit, ben, écoutez, justement, il y a une solution. La solution, c'est quoi? C'est de développer des services à valeur ajoutée. Voilà. Donc, il faut se poser la question de savoir, je fais quoi? Je suis dans les cyberservices. Posons-nous les questions. Donc, quand je suis dans les cyberservices, je suis dans un marché principal. Le marché principal, c'est le marché, enfin, dans un marché principal, c'est le marché de la communication. Mais dans le sous-marché de ce qu'on appelle les IT, donc notamment les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Donc, quand je suis dans les TIC, qu'est-ce que je peux faire? Et on a réfléchi ensemble en se disant, quand je vends de la connexion Internet, pour faire de la connexion Internet, celui qui fait de la connexion Internet, il a besoin aussi quelquefois de saisir des documents.
notamment, ou de se faire saisir des documents. Donc, on peut créer un service et dire au client, écoutez, quand vous venez, on peut vous faire de la saisie. Donc, ça, c'est déjà un service qu'on peut proposer. Ensuite, celui qui fait de la production, qui regarde du moins un document sur l'Internet, ou qui saisit le document, il a envie qu'on lui fasse de l'impression. Ça nous crée un deuxième service qu'on crée pour le client. Quelquefois, le client, quand il vient, il fait des recherches, il a envie de backup, c'est-à-dire de prendre les informations, de les garder en sécurité. Et là, on va dire, OK, on vend du matériel, que ce soit des CD, que ce soit des clés USB, etc. On va les vendre. Derrière, il y a tout ce qui va concerner maintenant l'utilisation du téléphone, qui est aussi un outil IT. Vente de téléphone, d'écouteurs, d'accessoires, etc., etc. Voilà. Photocopie, gravure, tous ces trucs-là, c'est des services qu'on peut proposer à la clientèle. Et en faisant des simulations, on s'est rendu compte que, en développant ces services à valeur ajoutée, ils n'ont même plus besoin du chiffre d'affaires de la connexion. Et c'était ça la réalité. Et je leur avais dit, c'est vrai que vous ne gagnez pas beaucoup dans la connexion, mais désormais, travaillez à développer ces services en proposant aux clients, quand ils viennent faire de l'impression, certains services qui sont importants, c'est-à-dire que l'achat de clés, etc. et tout, vous leur offrez par exemple 15 minutes de connexion, 10 minutes de connexion, etc. C'est rien, mais ça permet de développer notamment l'accès, ou en tout cas de rendre plus attractif le service de base qui n'est pas du tout rentable, pour justement amener les clients à acheter les produits ou les services autour du service de base. Et ça permet notamment d'accroître la rentabilité. Ça, je veux que chacun y réfléchisse en se disant que c'est pas parce que mon business ne marche pas que ça n'ira pas. Non, les services à valeur ajoutée permettent justement de gagner beaucoup plus d'argent et d'avoir beaucoup plus de rentabilité. Je leur ai même proposé de faire de la publicité pour certaines marques, parce qu'ils pouvaient, à travers notamment le cyber, amener chaque personne qui vient de pouvoir, en leur disant tout simplement, OK, on vous donne la connexion gratuitement, mais la condition, c'est que vous regardez telle publicité et vous l'envoyez à 10 de vos contacts. Voilà, c'est une idée que j'avais donnée. Et l'idée, c'est que je peux aller négocier avec moi un annonceur pour lui dire, pour chaque publicité, vous me payez 1000 francs. Pour chaque personne touchée, vous me donnez 1000 francs. La personne peut vous dire, OK, je suis d'accord pour 1000 francs. Mais moi, ce qui va se passer, c'est que je dis à chacun, passe-le à 10 contacts qui vont le regarder. Et ensuite, moi, je vous donne la connexion pour 1 heure gratuitement. Et chaque personne qui vient, non seulement il l'utilise, moi j'ai 1000 francs, il l'envoie à 10 personnes, pour moi c'est 10 000 francs. Voilà, au lieu de 100 francs qu'il allait payer. Donc pour lui, ça va être 0, mais moi je vais gagner 10 000 francs auprès de mon fournisseur et ça rapporte largement d'argent. Donc c'est juste une histoire de brainstorming et d'analyse. Le plus important, c'est de ne pas mélanger des chèvres et des choux. C'est-à-dire, ne soyez pas dans un produit ou un service et allez proposer des services périphériques qui n'ont rien à voir avec votre cœur de métier. Vous risquez complètement de passer à côté. Il est important d'assurer cette cohérence pour développer ce qu'on appelle, c'est un terme très important, ce qu'on appelle un service global. Et le service global appelle un principe justement de cohérence, notamment de votre offre de service. Voilà, bien. Donc ça, c'était un point important sur lequel je voulais vraiment vous sensibiliser. Et le 6e aspect, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet aussi de faire une stabilisation de l'activité que vous êtes en train de mener. Voilà, bien. Alors, donc, quand on a terminé ce point-là, je voudrais justement qu'on regarde un peu comment est-ce que ces concepts de services à valeur ajoutée ou de services complémentaires ont été abordés par d'autres spécialistes. Quelqu'un comme Horowitz, par exemple, va dire, pour mettre en œuvre des services à valeur ajoutée, il faut prendre en compte 2 dimensions qui sont très, très, très importantes. Voilà. C'est-à-dire, quand vous vendez un produit à quelqu'un, il propose de se demander qu'est-ce qui peut lui apporter des soucis, des difficultés, un investissement supplémentaire après avoir acheté son produit ou son service. Voilà une question qui peut vous permettre d'identifier l'ensemble des services que vous pouvez mettre à côté de votre produit pour que le client puisse utiliser votre produit sans difficulté. C'est pourquoi il va dire, commencez par identifier des services basiques, des services très importants, qu'il appelle lui, ce qu'il appelle les services zéro souci. Il appelle le degré de zéro souci. Donc, pensons à dire comment est-ce qu'on va faire pour que le client, après avoir acheté notre produit, ait le moins de soucis d'utilisation possible. Les soucis peuvent être des soucis fatigue, ça peut être de l'investissement, ça peut être aller chercher un appui ailleurs, etc. Tous ces éléments-là sont considérés comme des éléments qui apportent un souci. Donc, la question c'est comment peut-on faire pour que le client, après avoir acheté notre produit, n'ait plus de soucis. Ou bien quand le client, après avoir acheté notre service, n'ait plus de soucis. Ça, c'est très important, notamment, surtout pour les produits que nous proposons à la clientèle. Voilà, bien. Donc, là, le brainstorming, l'analyse partira de ça.
Je prends un exemple très simple. Quand un client m'achète une voiture, on fait un brainstorming. Quand quelqu'un m'achète une voiture, quelles sont les difficultés auxquelles il peut être confronté dans l'utilisation de son produit? Certains, on réfléchit, je prends un exemple très simple. On va dire, OK, il peut avoir des problèmes de soucis pour acheter de l'assurance, etc. OK, point. Il peut notamment avoir des problèmes, il peut avoir des pannes, il peut avoir des problèmes de pièces, notamment du véhicule, etc. On regarde l'ensemble des difficultés auxquelles il peut être astreint et on va transformer ces difficultés en services à valeur ajoutée. Bien sûr, ces services sont en option. Le client choisira dans ces services ce qu'il veut. Mais au moins, il aura pour lui tout ce qu'il veut pour pouvoir bien utiliser votre service. Et ça crée un service global pour chaque client. Parce que vous avez un paquet de services, chacun choisit le service global qui lui convient. Donc, n'oubliez pas, ça c'est une question très importante que vous devez vous poser pour vous-même faire notamment un diagnostic, faire un brainstorming du moins et aller vers quels sont les types de services à identifier pour apporter une valeur ajoutée à mes clients. Voilà. Si vous ne pouvez pas faire le brainstorming vous-même, ben, je crois que c'est très simple. Faire vos enquêtes. L'enquête peut le faire sur Facebook ou sur Google, etc. auprès de votre clientèle pour voir quels sont les types de difficultés auxquelles ils sont confrontés et pour lesquels ils voudraient notamment avoir une assistance. Vous allez voir que vous aurez beaucoup de réponses qui vous permettront de construire des services à valeur ajoutée parce qu'en marketing, comme je l'ai toujours dit, tout part de la clientèle. Voilà, bien. L'autre aspect, c'est qu'au-delà de l'utilisation du produit, le client peut avoir des besoins ou en tout cas des attentes ou en tout cas un appui supplémentaire qui n'est pas directement lié à l'utilisation du produit. C'est ce que Jacques Horowitz va appeler les services à valeur ajoutée. C'est par exemple, toujours quand on prend le secteur de l'automobile, le fait par exemple de se dire, OK, j'ai acheté une voiture mais je n'ai pas de quoi payer. Le fait de dire, le client par exemple, il a acheté ma voiture, il a acheté la voiture que je lui ai proposée, mais il a des problèmes extra-produits. C'est-à-dire que c'est au-delà du produit, c'est lié à sa situation personnelle. Parce que par exemple, il se dit, OK, j'ai pas de quoi payer ou bien en tout cas, j'ai pas tout de suite de quoi payer cash. Et là, l'entreprise peut se dire, OK, je peux essayer, comme il n'a pas de quoi payer cash, je vais travailler pour des solutions financières. Ça, c'est tellement développé qu'aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, je sais que toutes les entreprises qui vendent des voitures font ça. Ils vont vous dire, quand vous venez acheter chez nous, on a des partenaires avec les banques pour vous accompagner dans l'acquisition de votre produit. D'accord? Ça, c'est important. Dans d'autres cas, le client va vous dire, OK, vous m'avez donné une garantie pour réparer mon produit. Vous intervenez dans les 24 heures, ben moi, 24 heures, c'est loin. Est-ce que je peux avoir une intervention dans l'heure ou dans les 2 heures ou dans les 3 heures? Voilà. Donc ça, c'est vraiment un caprice. Et à mon avis, c'est aussi un service à valeur ajoutée qui permet à l'entreprise de gagner plus parce que c'est des types de services aussi qui sont tarifés de manière très, très importante. Voilà. C'est aussi le client qui va vous dire, ben, j'ai acheté une voiture chez vous ou j'avais acheté une machine chez vous, j'ai utilisé pendant 2 ans, 3 ans, il est nickel, en très, très bon état, j'en veux plus, je veux justement acheter la dernière version. Et l'entreprise peut lui proposer de reprendre son ancien modèle pour lui proposer un nouveau modèle. Voilà. Par exemple, cette approche-là de reprise d'anciens modèles pour donner un nouveau modèle du moins, a été une stratégie énorme qui a permis le développement des ventes de véhicules. Si vous avez vu qu'il y a 20 ans, 30 ans, les véhicules sortaient des modèles une fois tous les 1 an, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, maintenant quasiment tous les 3 mois, 6 mois de nouveaux modèles sortent, c'est grâce justement au développement de ce type de service. C'est d'abord les revendeurs anglais qui ont développé cette approche-là. Ensuite, ça s'est propagé partout dans le monde. Et maintenant, de plus en plus, les gens se disent, OK, si je te vends une voiture, tu l'utilises pendant 6 mois, tu me le ramènes, il est en très bon état, on fait le diagnostic, ben, je te le reprends à un prix argus et je te donne notamment un véhicule un véhicule neuf. Ce qui fait que moi, le véhicule que j'ai repris, je peux le revendre notamment à des gens qui veulent acheter un véhicule de très très bonne qualité, qui n'est pas forcément neuf, mais qui est vraiment dans le vent, dans la mode, etc. Voilà. Et ça, c'est une chaîne qui aujourd'hui est vraiment très très développée. Voilà, bien. Alors, dans même le secteur industriel, il y a d'autres choses. Par exemple, dans le secteur industriel, par exemple, les entreprises qui vendent des emballages pour les industries alimentaires, etc., je peux citer, enfin, c'est pas la peine de citer des entreprises, je peux parler de Fumoir, etc., qui vendent par exemple des industries. Ils ne savaient pas seulement à dire, donnez-moi votre commande, etc. Non, ils vont faire des services très très importants, des services à valeur ajoutée. C'est en amont d'aider les clients à trouver l'emballage le plus adapté.
Parce que l'emballage, il ne s'agit pas simplement d'emballer le produit, il s'agit aussi de regarder les aspects fonctionnels de l'emballage. Il n'y a pas que les aspects marketing, design, tout ça, il y a les aspects fonctionnels de l'emballage. Comment est-ce que le produit, l'emballage peut être mieux utilisé? Comment est-ce qu'il peut être mieux protéger le produit? Comment est-ce qu'il peut être beaucoup plus ergonomique par rapport au comportement d'utilisation des clients? Comment est-ce qu'il peut mieux protéger les clients, etc. Et ça, ces types d'entreprises ont justement des services de conseil personnalisés pour aider les entreprises qui fabriquent des produits alimentaires à avoir le meilleur emballage. Et ça, notamment, c'est des services à valeur ajoutée, notamment. Et ça, c'est un plus apporté à la clientèle qui n'est pas lié au produit directement qui est vendu, mais en amont, c'est une aide qu'on va faire. Voilà, bien. Alors, donc, quoi qu'il en soit, il faut comprendre que une politique de qualité de service vise à réduire autant que possible ses efforts. Voilà. Quand on fait de la qualité de service, on vise le plus possible à éviter que les clients fassent des efforts supplémentaires après avoir acheté le produit. Voilà. Parce que pour les clients, l'objectif premier, c'est zéro souci. J'ai acheté le produit, je l'utilise, mais pas de souci. Quand c'est en panne, on vient le prendre tout de suite pour la réparer. Quand une pièce manque, on me met la nouvelle pièce, voilà. Quand je veux le changer, on me le change. Quand c'est en panne, on me le prend et on me donne une autre voiture du même modèle pour que je m'en aille. Voilà. Donc, on veut ne pas avoir de soucis liés à l'utilisation de son véhicule. Donc, c'est important, comme je vous l'ai dit, quand vous voulez développer une stratégie de service autour des produits, de se poser une première question. Quels sont les soucis que le client peut avoir dans l'utilisation du véhicule? Première question. Ça vous permet d'identifier l'ensemble des services sans souci, c'est-à-dire que notamment des services qui peuvent apporter un souci dans l'utilisation du produit. Et quand vous avez les réponses, ça va permettre de développer un package de services pour ça. Ensuite, deuxième élément, c'est quelles sont les difficultés que le client peut éprouver dans l'utilisation ou l'acquisition du service au-delà même des aspects intrinsèques du produit. Et là, on découvre les services à valeur ajoutée, les plus, c'est-à-dire comment l'acheter, avoir l'assurance, le revendre, etc. Donc ça, c'est les services à valeur ajoutée. Donc, posez-vous ces bonnes questions pour faire des brainstorming et identifier les axes d'amélioration de l'offre de services à la clientèle. Voilà, bien. Alors, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, notamment, c'est que les acheteurs de produits ne veulent, ils ne veulent pas le même degré de sans souci ou de valeur ajoutée. Comme je l'ai dit, chaque client est unique. Voilà. Certains sont prêts à payer le prix fort, mais certains aussi ne sont pas prêts à le faire. Donc, les motivations sont complètement différentes. D'accord? Donc, il faut comprendre que le statut social, le produit du moins ou le service que vous donnez peut renforcer le statut social. Il y a certains clients qui sont demandeurs de plusieurs services parce que ça renforce leur statut social. Voilà. Il faut aussi comprendre que quelquefois, le client, ce qui est déterminant pour lui, c'est l'aide à la résolution de ses problèmes. Au-delà d'acheter le produit et de l'utiliser, c'est au-delà de ça, quels sont les problèmes, quel type de produit, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour les industries, les aider à avoir les meilleurs emballages et pas seulement leur donner un emballage. Ça, par exemple, c'est de l'aide à la résolution de problèmes. C'est même quelquefois quand le client achète votre emballage mais a des soucis parce que sa machine n'est pas très bien calibrée ou les clients lui disent l'emballage ne se ferme pas bien, etc. et tout, aller en amont, faire les diagnostics et l'aider à trouver la bonne solution. Tout ça, c'est des aides dans la résolution de problèmes. Donc, c'est des axes de développement du service, d'accord? Ensuite, le support financier. Que ça soit une aide pour pouvoir accéder en financement, que ça soit pour avoir de l'assurance, etc. Tous ces éléments sont des éléments de support financier pour lesquels il est important de mettre en place des services pour permettre à vos clients de pouvoir notamment facilement plus acheter. Voilà. Et sur ce point-là, je voudrais aussi sensibiliser tous ceux qui vendent des produits de consommation courante sur les réseaux sociaux qui généralement n'ont pas justement des supports financiers pour leurs clients. Généralement, c'est tu commandes, tu payes cash ou bien tu commandes, mais comme on se connaît, tu me payes 2, 3 fois, etc. Et souvent, c'est des clashs en n'en plus finir. Voilà. Je voudrais le rappeler que aujourd'hui, quand même, il y a un service très, très important de support financier qui s'appelle les fintech. Okay? Donc, c'est des entreprises de la finance technologique qui, en réalité, peuvent vous aider à développer des solutions de paiement étalées pour les clients. Déjà, les banques ont ces types de solutions parce que les banques de plus en plus développent justement les fintech. De plus en plus, les institutions de microfinance ont aussi des solutions fintech. Et l'avantage, c'est que, notamment, tout va se passer par des dépôts que l'individu va faire, que ce soit par Orange Money, par Tigo, ou Free, etc., ou à travers son compte. Et vous, ce qui se passe, c'est que vous êtes rémunéré directement
sur les dépôts qu'il va faire. Et ça, c'est une négociation que vous pouvez faire avec les banques ou avec les institutions de microfinance. La plupart des banques offrent ce type de service. Voilà. C'est vrai maintenant que les autres comme Wari, je sais pas, peut-être Orange Money, etc., n'ont pas encore trop développé ces types de services. Mais je crois que petit à petit, ils vont aller développer ce type de service. Je crois qu'il faut en exprimer la demande pour qu'ils aient envie de développer ce type de service parce que ça marche très très bien dans d'autres produits. C'est important aussi que ça puisse marcher au Sénégal parce qu'au Sénégal, l'essentiel en fait des fintech, c'est du transfert d'argent. Alors qu'il n'y a pas le transfert d'argent, il y a le crowdfunding, le Touba Chekanam, qui est une association énorme, travaille justement sur le crowdfunding, qui fait des choses énormes, voilà. Il faut maintenant aussi développer le crowdlending, etc. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, et à mon avis, il faut aller vers ces types d'opérateurs, que ça soit InTouch ou autres, InTouch est un bon agrégateur, c'est des gens qui peuvent vous aider à avoir des très très bonnes solutions. Donc je vous propose aussi d'aller les voir, ça vous permet de permettre à vos clients d'avoir des solutions de financement de leurs achats sans que vous ayez des problèmes parce qu'il y a un interlocuteur financier qui lui va s'occuper de ça. Ça aussi, c'était un conseil que je voulais donner. Voilà, bien. Donc, il y a le support complémentaire après-vente, ça j'en ai parlé. Il y a aussi tout cet aspect qui est lié à la rapidité, à la flexibilité, parce que certains clients, ils veulent pas seulement avoir un service, ils veulent aussi que le service puisse être fourni de manière rapide, ou en tout cas, ils veulent avoir plus de flexibilité dans la mise en œuvre du service. Voilà, bien. Donc, c'est un peu ces éléments que je voulais apporter en disant tout simplement que quand on identifie les services dont le client peut avoir besoin, notamment que ce soit des services liés au sans souci ou des services qui sont liés à la valeur ajoutée, il est important de classer les services en 3 types de services. C'est très important de savoir que les services complémentaires ou les services à valeur ajoutée, c'est des services en 3 catégories. Il y a les services qui sont fournis avant la vente, qui permettent au client de connaître, de savoir, de mieux faire son choix, de se préparer. Il y a les services pendant la vente qui permettent au client de pouvoir tester, essayer, avoir des démonstrations, faire son choix, définir les options, etc. Tout en étant rassuré. Et ensuite, il y a les services après la vente. C'est-à-dire après la vente, que la vente est conclue, que le contrat est fait, le client maintenant, on l'accompagne dans l'utilisation du service, du moins du produit qu'il a acheté. Voilà. Et ces services après la vente sont très importants parce qu'ils nous permettent justement d'accompagner le client dans ce qu'on appelle le Customer Lifetime Value, c'est-à-dire que dans la durée de vie du produit. Si par exemple le produit il est pour 3 ans, je vais l'accompagner tout simplement pendant 3 ans. Ne faites pas des garanties de 1 an ou de 2 ans. Travaillez directement sur les garanties de 3 ans. Parce qu'au bout de 3 ans, il faut qu'il renouvelle le produit. Ça me permet de l'accompagner sur les services après-vente, de l'écouter, de l'appuyer, de lui apporter des solutions pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, quand il doit renouveler, il ne cherchera pas ailleurs. Il viendra chercher chez nous. Voilà. Donc, c'est l'essentiel ou l'économie de ce que je voulais vraiment partager avec vous. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer des slides ni rien. Mais quand on reprendra les lives à Dakar, je vais essayer de voir si on peut envoyer des slides. J'avais aussi dit que je suis vraiment disposé à fournir les documents que j'ai. Je n'enseigne plus. Donc, je peux vraiment mettre les documents que j'ai à la disposition de tout le monde. Il suffit juste de demander. Je crois que si vous faites la demande, on pourra vous donner les documents dont vous aurez besoin. L'idée, c'est que tout le monde soit capacité et puisse avancer le plus loin possible. Voilà, bien. Donc, je vais juste récapituler avant de partir. C'est donc que quand vous voulez développer des services à valeur ajoutée pour un produit, parce que les services, on en parlera la prochaine fois, pour un produit, sachez qu'il y a 2 axes. Le premier axe, c'est le axe sans souci. La question essentielle, c'est quand le client achète mon produit, quels sont les problèmes auxquels il peut être confronté dans l'utilisation du produit qu'il a acheté après la vente? C'est la question. Quels sont les problèmes auxquels il peut être confronté dans l'utilisation du produit? C'est la question essentielle qu'on pose. Et on fait un brainstorming, notamment avec aussi la clientèle qu'on va inviter à travers des enquêtes, à travers des focus group, enfin toutes ces techniques-là qui permettent d'écouter les clients, de faire des discussions ouvertes et de les amener à dire, eux, quels sont les problèmes auxquels ils pensent être ou bien ils ont été confrontés avec d'autres produits, etc. Ça vous permet d'identifier quelles sont les difficultés essentielles, quels sont les soucis que les clients peuvent avoir et pour chacun de ces soucis, proposer un service à valeur ajoutée. Proposer le maximum de services possible et bien sûr, trouver les moyens aussi de pouvoir assurer les services. L'avantage, c'est que quand un client vient, il choisira lui les services qui, notamment, sont bons pour lui et il va les prendre. Chacun aura, comme je l'ai dit, son propre service global. Voilà.
Deuxième question qu'il faut se poser, qui fera aussi l'objet d'un brainstorming, c'est au-delà du produit, quelles sont les autres difficultés auxquelles le client peut être confronté qui sont dues à sa situation personnelle, à son contexte notamment, ou à son environnement d'utilisation. Et là, vous allez voir qu'il y a d'autres aspects. Par exemple, ça peut être le fait que le client n'a pas la possibilité de payer tout de suite, par exemple. On met en place un support financier. Le client ne peut pas contrôler, par exemple, son assurance pour savoir si c'est terminé ou c'est pas terminé. On met un support derrière avec une compagnie d'assurance, etc. Le client veut, par exemple, utiliser le produit pendant 2-3 ans, mais il veut tous les 3 ans renouveler, par exemple, sa voiture. Comment va-t-on mettre un support pour racheter l'ancienne voiture et lui donner notamment une nouvelle voiture. Donc, ça dépendra des clients, de vos clients, ça dépendra surtout de vos produits. Mais la question essentielle, c'est au-delà du produit, quelles sont les autres attentes du client ou quels sont les autres avantages que le client attend notamment en fonction de sa situation personnelle, en fonction de son environnement, en fonction de son contexte d'utilisation. Et ça nous permettra de découvrir les services à valeur ajoutée. Donc, la première question, quelles sont les difficultés liées au produit lui-même? C'est les services sans souci. Ensuite, l'autre, c'est quelles sont les attentes au-delà du produit liées à la personne du client, en son environnement d'utilisation, à notamment son contexte personnel. Ça nous permet d'identifier les services à valeur ajoutée. Voilà. Quand on identifie maintenant l'ensemble de ces services, on va essayer de les proposer dans une très large palette, mais en travaillant en amont avec d'autres qui vont nous aider à très bien le faire. Et on va ensuite maintenant faire un deuxième travail, après avoir identifié les services, c'est classer ces services selon que c'est les services avant la vente, les services pendant la vente et les services après la vente. Voilà, bien. Donc, c'est l'économie de vraiment l'échange que je voulais faire aujourd'hui. On est plus dans les concepts, on va continuer dans les concepts, voilà. Et plus tard, on reviendra maintenant sur les aspects pratiques de la mise en œuvre et sur les exemples pratiques. Voilà, bien. Je voudrais, avant de vous quitter, quand même présenter mes très sincères condoléances à toute la communauté des étudiants, des professionnels pour le décès de notamment Ahmed Fall. Ahmed Fall était un de mes anciens étudiants à l'IFAS. C'était une personne avenante, C'était une personne élégante. C'était une personne particulièrement polie, mais une personne d'une très grande générosité. Et c'est quelqu'un qui savait donner de lui pour faire plaisir aux autres. On avait l'impression qu'il ne voulait rien pour lui. Je vous assure qu'à chaque fois que vous aviez besoin de quelque chose d'Ahmed Fall, il vous le donne parce que lui, il n'en a plus besoin. Voilà, c'est comme ça. C'est quelqu'un d'extrêmement ouvert. Et je vous assure qu'il a été à l'IFAS, où je l'ai connu, quelqu'un qui a réglé les problèmes de tout le monde, que ce soit prof, que ce soit administration, que ce soit les étudiants. Il a réglé les problèmes de tout le monde. Vous imaginez pas, à chaque fois que j'avais des cas d'étudiants, je lui les confiais, il réglait les problèmes. Même quand c'était par rapport à certains collègues, c'est lui qui s'en occupait. Les problèmes de bourse, il se démenait tout seul jusqu'à la direction des bourses, il tapait sur la table, il allait au rectorat, tout ça pour régler les problèmes de ces jeunes-là. Il est énorme. Voilà. Je sais qu'il y a des milliers de jeunes comme lui. Il était marié, une jeune femme. Les gens l'ont beaucoup félicité pour la manière dont vraiment il avait de l'amour, de l'affection pour sa femme. Ceux qui travaillaient avec lui ont donné exactement le même témoignage. Voilà, bien. Je voudrais moi aussi vraiment renforcer ce témoignage-là et prier pour lui, pour que Dieu lui pardonne tous ses péchés et lui donne assez de miséricorde pour qu'il puisse ne plus avoir le tourment après sa mort et qu'il accède au paradis. Je fais ce même vœu pour l'ensemble des enseignants, l'ensemble des étudiants, l'ensemble des professionnels qui se sont rendus exemplaires dans leur environnement et qui sont allés avant nous. Que Dieu ait leur âme dans sa miséricorde et sa grâce. Voilà. Pour Monsieur Si, j'ai reçu un appel émouvant d'un de mes anciens de l'école militaire qui s'appelle Abdou Salam Si. C'est un ancien du PNUD, je crois que maintenant il est avec le PAM. C'est un monsieur très discret, je m'excuse même de dire son nom. Il me dit, mon père a le même père que Monsieur Si. Leurs deux papas ont le même père et la même mère. Et il m'a parlé aux larmes de Monsieur Si, de son savoir intellectuel dans tous les domaines, l'histoire, la géographie, etc. Il m'a raconté toutes ces heures qu'ils passaient ensemble, sans compter tout son côté personnel de piété, etc. C'est énorme, comme disait son épouse. Voilà. Et vraiment, je crois que chacun d'entre nous doit prier pour avoir ces types de témoignages. Parce que comme disait Youssou Ndour, c'est du fauteuil, moi c'est du Elek. Donc nous tous, on se bat pour ça, à commencer par ma modeste personne. Voilà. Je vous remercie.
On se revoit mardi prochain. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.